invitée aujourd'hui qui va vous présenter l'Argentine. Luciana, tu veux te présenter, commenter? Oui, bien sûr. Et bon, merci Elodie. Bon, tout d'abord, je voulais remercier à toute l'équipe au bureau de d'Atora pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Bon, ici, je suis dans la banlieue parisienne. Je pense que je préférerais être où est Isabelle, que s'il fait très beau. Comme ça, je pourrais avoir des lunettes de soleil et pas celle-ci. Alors, l'idée, comme nous avons parlé comme j'ai parlé avec le bureau, c'était de vous raconter tout d'abord quelle est la situation actuelle en Argentine par rapport au secteur du tourisme et bien évidemment des questions sanitaires, la situation sanitaire, en sachant que tout évolue très rapidement. Alors, peut-être d'ici à quelques semaines, les informations que je vais vous donner ne vont pas être d'actualité, mais vous pouvez me recontacter quand vous voulez. Je pense que vous allez avoir mes coordonnées dans les jours qui viennent grâce au mail que vous allez recevoir d'Atora. Et après, je vous invite à faire un petit voyage virtuel en Argentine. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation en Argentine? Bon, il y a un tourisme interne qui se développe depuis le mois d'octobre et les frontières pour le tourisme international sont fermées, si on peut dire, pour le côté tourisme. Et nous recevons toujours des voyageurs internationaux qui viennent pour des raisons de travail ou des raisons d'études ou sanitaires. Mais sachez que cette situation peut évoluer dans les jours qui viennent. Le secteur du tourisme en Argentine est très important. Il représente à peu près 10% du PIB du pays. Et alors, comme vous imaginez bien, c'est un des secteurs essentiels de l'économie nationale. Et c'est justement pour ça que le gouvernement argentin, depuis un an, a mis en place des aides pour les secteurs, des aides qui se traduisent en 3 000 milliards d'euros pour faire face à cette situation et en soutien de l'activité, soit des hôteliers, des voyagistes ou des transporteurs. Je vous disais justement que le tourisme national est autorisé depuis octobre dernier. Nous avons eu une saison estivale, des vacances d'été très encourageante. Et c'était pendant le mois de janvier, février, que c'est les longues vacances pour nous, c'est l'été. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'hémisphère sud, alors les saisons sont opposées par rapport à l'Europe. Et il y a eu plus de 12 millions d'Argentins qui se sont déplacés, qui ont voyagé à l'intérieur du pays. Et la semaine dernière, dans le cadre des week-ends et de Pâques, nous avons eu presque 2 millions d'Argentins aussi qui ont voyagé dans le pays. Ça, d'un côté, ça a donné de l'espoir, une bouffée d'air dans l'industrie du tourisme, et spécialement pour les secteurs privés, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, il nous demande, en tout cas, il me demande régulièrement comment voyons-on la reprise de notre activité et là, et pour quand? Dire quand, c'est assez difficile vu que ça change, comme je vous disais, régulièrement et pas seulement pour nous en Argentine, mais pour le monde entier. Mais sachez que nous nous préparons depuis le début de la pandémie pour mieux recevoir les touristes internationaux une fois la pandémie est contrôlée et surtout les voyages internationaux autorisés. Ça, qu'est-ce que nous avons fait en interne? Nous avons élaboré d'une façon consensuelle entre les secteurs publics et privés de l'industrie du tourisme, des protocoles de biosécurité qui régulent l'activité des différents acteurs de notre chaîne de valeur. Ces protocoles ont été testés pendant les vacances en Argentine,
mais aussi pendant quelques temps, quand nous avons pu recevoir, et que c'était une espèce de preuve, parce que finalement, après, on a dû restreindre les arrivées, mais que nous avons pu tester aussi au moment que les voyageurs des pays de la région, de nos pays voisins, ont pu venir en Argentine. Ces protocoles sont traduits en plusieurs langues, dont le français, et ils sont accessibles dans le hub de contenu de notre site web Argentina Travel. Vous allez quand même les recevoir et on va vous envoyer les protocoles des différents secteurs et en français. Alors, en plus de ça, de travailler sur les protocoles, au mois d'octobre dernier, nous avons reçu le label Safe Travels, qui est décerné par la WTTC. Ça, d'un côté, ça nous permet c'est une reconnaissance pour le travail que nous avons fait en interne, mais aussi, ça nous permet de transmettre un message fort de confiance aux voyageurs du monde entier. Et quoi d'autre à vous dire? Et aussi, bon, le fait que nous allons continuer à travailler à côté de tous les partenaires locaux argentins, mais aussi avec nos partenaires ici en France, et pour rassurer les voyageurs au moment qu'ils vont pouvoir venir en Argentine, les recevoir en toute sécurité. Et c'est très important pour nous de faire ce travail avec le marché français. Sachez que juste avant la pandémie, en 2019, nous avons reçu 158 000 Français en Argentine. Cela a donné à la France la deuxième place des marchés émetteurs européens juste après l'Espagne. C'est très important pour nous. Nous voulons continuer à travailler de cette façon, d'une certaine façon, pour que les touristes français continuent à venir en Argentine. Et bien évidemment, à côté de vous, parce que nous savons très bien que vous êtes nos partenaires pour que cela puisse avoir un résultat positif pour les Argentins, mais aussi pour l'industrie du tourisme ici en France. Alors, si vous me permettez, je vais commencer avec notre voyage virtuel en Argentine. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat ou sinon m'interrompre. Aucun souci. Moi, j'aimerais bien que ça soit un dialogue, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on le voit, Luciana, c'est nickel. D'accord, très bien. Enfin, moi, parfait. je le vois. Si quelqu'un ne le voit pas, qu'il intervienne. C'est bon. Oui. Bon, très bien. Alors, on commence notre voyage. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu l'Argentine, bon, nous sommes situés bien évidemment à l'extrême sud du continent sud-américain, et je vais vous parler ici des régions de notre pays. Ce sont des régions plutôt touristiques, pas des politiques, et en fait, nous avons divisé le pays en 6 régions et en tenant compte des ressemblances, des caractéristiques géographiques et culturelles et gastronomiques. Et nous allons commencer notre voyage par Buenos Aires, que c'est la capitale du pays. Alors, je crois qu'il y a peut-être... non, très bien. Bon. Et encore, excusez-moi, mais je pensais qu'il y avait une autre diapo juste avant. Et petit rappel, les voyageurs français n'ont pas besoin de visa. Alors, ils peuvent séjourner en Argentine pendant 90 jours sans besoin de visa. Au-delà de ce temps-là, soit ils peuvent s'adresser au consulat français à Buenos Aires pour rallonger leur séjour ou demander un visa particulier, soit directement rentrer en France. Mais en tout cas, s'ils sont 3 mois pour visiter le pays, c'est déjà très bien. Et la capitale du pays est Buenos Aires, que vous voyez ici. C'est
Alors, c'est là où se trouve l'aéroport international de Seiza. Et sachez que depuis la France, mais juste avant la pandémie, il y avait un vol par jour opéré par la compagnie Air France, un vol direct par jour de Paris-Buenos Aires. C'était un vol très pratique parce que c'était un vol de nuit qui partait à 23 heures et à 8 heures du matin, vos clients étaient à Buenos Aires. Il y a d'autres compagnies aériennes qui desservent Buenos Aires depuis Paris, mais en faisant une escale, soit à Paris, Madrid. Mais bon, la situation actuelle, si on parle juste à partir d'aujourd'hui, c'est que nous avons 3 vols par semaine directs avec Air France. Et par contre, 2 vols avec une escale, il y en a moins, mais il y en a KLM ou Iberia. Alors, comme je vous disais, l'aéroport de Seiza, l'aéroport international, se trouve à la capitale, à Buenos Aires. Buenos Aires, comme vous pouvez voir, donne sur justement là, vous voyez le fleuve, c'est le fleuve de la Plata. C'est le fleuve qui nous sépare de l'Uruguay. C'est une ville plutôt portuaire qui longe tout le fleuve de la Plata. À Buenos Aires, Buenos Aires, déjà en Amérique latine, est connue comme la petite Paris de l'Amérique latine. C'est une ville très cosmopolite et qui a été fortement influencée par les différentes courants migratoires que nous avons reçus depuis la fin des années du 19e siècle. La plus forte migration, c'était en 1880-1890 que nous avons eu. La partie sud de la ville, que je ne vois... Ah oui, là. Alors, la partie sud de la ville, vous voyez, c'est là, c'est la Boca, San Telmo, ce sont les quartiers les plus anciens. Et petit à petit, on remonte le fleuve en allant au nord. Là, Palerme, ce sont des quartiers plus résidentiels. Alors, je vous invite à commencer notre voyage par un des incontournables de la ville de Buenos Aires, que c'est l'obélisque, que vous voyez ici au fond. L'obélisque, c'est le point de rassemblement à Buenos Aires pour les porteños, parce que c'est comme ça qu'on appelle les champs de Buenos Aires. Porteños, ça vient du nom du port, les habitants du port. Et c'est là, à l'obélisque, où les porteños se réunissent chaque fois qu'ils doivent fêter quelque chose, et même aussi pour manifester s'ils ne sont pas d'accord. Alors, à Buenos Aires, nous avons 2 biens immatériels qui ont été considérés patrimoine par l'UNESCO, le tango et le fileteado. Le tango, peut-être je n'ai pas grand-chose à dire, tout le monde connaît très bien, c'est pas seulement une musique ou une danse, c'est une façon de vivre pour les porteños. Et alors, si je peux me permettre de vous donner des plans ou des expériences que vous devriez proposer à vos clients, il y en a 3 autour du tango. D'un côté, aller voir un spectacle, ce qu'on appelle les dîners shows. Et ce sont des spectacles avec des danseurs professionnels, avec des musiques en live, des endroits incroyables. La plupart des fois, sont des anciens théâtres qui ont été rénovés. Une deuxième expérience, c'est aller dans une milonga. Les milongas, ce sont les endroits où vont danser les porteños. Même si vos clients ou vos amis ne dansent pas le tango, c'est très intéressant d'aller dans ces endroits-là parce que c'est là où on comprend les codes de cette ambiance très particulière. Et la troisième option, la troisième expérience, c'est prendre des cours de tango. Il y a plusieurs écoles de tango à Buenos Aires qui vous proposent même des cours d'initiation de 1 ou 2 heures. Et c'est toujours très sympathique de revenir ce voyage, d'un voyage en Argentine, en sachant au moins faire quelques pas du tango. Le fileteado, ici à droite, c'est un art pictural et que, comme vous pouvez voir, c'est très particulier, c'est très coloré aussi. Et alors, nous pouvons trouver des panneaux
partout dans la ville de Buenos Aires avec des fileteados, ou aussi acheter quelques objets en souvenir de notre passage par la ville de Buenos Aires. Entre les quartiers les plus traditionnels, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le quartier de la Boca, c'est tout au sud de la ville de Buenos Aires, c'est un des quartiers les plus anciens. Comme vous pouvez voir, c'est ce quartier qui est caractérisé pour les maisons de différentes couleurs. Et à l'époque, c'était parce que les maisons étaient peintes par les restes de peinture des bateaux qui étaient au port. Et depuis quelques années, il y a une association, l'association de la protection du quartier de la Boca, qui s'occupe toujours de maintenir ce détail qui fait justement l'identité du quartier de la Boca. Et on dit toujours que le quartier de la Boca, c'est un quartier, c'est un musée à ciel ouvert parce que sur les petites ruelles, on peut voir des artistes, des danseurs, des musiciens, des peintres qui sont là en train de nous proposer leur création, et même à tous les passants. Dans ce quartier-là, dans le quartier de la Boca, pour ceux qui aiment le football, sachez qu'il y a le club Boca Juniors et qu'on peut visiter. Il y a un musée et on peut même rentrer dans le stade pour voir, pour voir un peu qu'est-ce que c'est être à la Bombonera, que c'est le nom de l'estade de Boca Juniors. Juste à côté de la Boca, vous savez, le quartier de San Telmo, c'est un quartier, c'est aussi un des plus anciens quartiers de la ville de Buenos Aires. C'est un quartier colonial dont si on peut dire l'icône du quartier, c'est le marché des puces et antiquités qui se déroule tous les dimanches sur la place Dorrego, comme vous pouvez voir ici. Et en allant un peu plus, on remonte, comme je vous disais, pour aller au nord de la ville et on trouve deux quartiers qui s'opposent complètement. C'est pour ça que je voulais vous mettre comme ça. À droite, vous savez, le quartier historique, si on peut dire, de la ville, c'est autour de la place de Mai. Et c'est là où était érigé le premier fort de la ville de Buenos Aires. Et là, au fond, vous voyez la maison rose, que c'est la maison du gouvernement national. Et autour de cette place, vous avez aussi la cathédrale, vous avez la Banque Nation. Alors, en fait, c'est une construction déjà coloniale et distribuée autour d'une place centrale comme toutes les villes qui ont été fondées par les Espagnols. Et à gauche, vous savez, le quartier de Puerto Madero, c'est le quartier le plus récent de la ville. C'était les anciens docks du port de Buenos Aires qui ont été rénovés au début des années 2000 et qui accueillent aujourd'hui des bureaux, mais aussi des restaurants et des bars qui sont vraiment très intéressants à découvrir le soir à Buenos Aires. Là, vous voyez, c'est le pont de la Femme qui est dans le quartier de Puerto Madero. Un bijou, si on peut avoir un bijou, si on peut en avoir une est très connue à Buenos Aires, c'est le Théâtre Colón. C'est un théâtre qui est considéré comme un théâtre avec une des meilleures acoustiques au monde. Et aujourd'hui, le théâtre est ouvert parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons une activité touristique et culturelle en Argentine et en ce moment. Mais par exemple, si vos clients n'ont pas le temps d'aller voir un spectacle, une œuvre au Théâtre Colón, il y a des visites guidées qui sont très intéressantes, qui vont les permettre de connaître l'intérieur du théâtre. En allant un peu plus au nord dans la ville, vous savez, le quartier de Recoleta, c'est un des quartiers
c'est un quartier résidentiel, c'est le quartier où se trouve la plupart des ambassades qui sont à Buenos Aires, et c'est le quartier où il y a le cimetière de la Recoleta qui est très connu et très visité. C'est un peu comme le cimetière de Père-Lachaise ici à Paris. Et le tombeau, le tombeau le plus visité, c'est celui où se trouve le reste de Eva Perón, la femme du président Domingo Perón. Dans ce quartier-là aussi, il y a une des plus belles librairies au monde, qui était considérée ça par des spécialistes, que c'est l'Ateneo Gran Splendid. Splendid, pardon, c'est un ancien théâtre de Buenos Aires qui a été rénové et qui accueille aujourd'hui une des plus belles librairies au monde. Ça vaut la peine de faire un détour, de s'arrêter 15 minutes, descendre et visiter cette librairie, et déjà pour voir la variété des livres et la production qui est exposée. Mais vous voyez, on peut aussi la visiter, aller prendre un café ou même s'asseoir quelques minutes avec un livre et continuer notre visite de la ville de Buenos Aires. Le quartier de Palermo, c'est dans le nord de la ville, c'est le poumon, si vous voulez, le poumon vert de la ville. Et là, vous voyez la partie des bois de Palermo. Les bois de Palermo ont été inspirés des bois de Boulogne. C'est le paysagiste Charles Taïs, le français Charles Taïs, qui l'a dessiné. Et les lacs sont artificiels, mais ça vaut la peine d'aller prendre de l'air et de faire une visite de ce côté de la ville. Alors, il y a certains circuits traditionnels, comme celui qu'on a pu faire et justement vite fait des différents quartiers, mais il y a d'autres circuits, des circuits thématiques, comme par exemple celui pour découvrir les bares notables. Les bares notables, ce sont les cafés célèbres de la ville de Buenos Aires, célèbres soit pour son architecture ou pour la visite ou la présence des personnalités du monde de la culture, de la politique, à différents moments de notre histoire. Celui-ci, le Café Tortoni, il est à 10 minutes à pied de la place de Mai. C'est le plus ancien café de la ville, qui a été fondé en 1858, comme vous pouvez voir dans la photo. Là, on passe à un côté beaucoup plus moderne, si vous voulez, en temps manifestation artistique, que c'est le street art. Et c'est un boom à Buenos Aires. Toutes les façades qui étaient laissées à l'abandon ont été prises d'assaut par les artistes. Et maintenant, on peut se promener à Buenos Aires et apprécier des œuvres magnifiques comme celle-ci, ce fresque-là. Dans le quartier des Colegiales, il y en a énormément dans le quartier de La Boca ou Barracas, que c'est juste à côté. Là, ça va être plutôt sur les thématiques du football et bien évidemment sur Maradona. Aujourd'hui, le fresque le plus important de la ville. Et c'est un de Maradona qui vient d'être fait il y a quelques mois dans le quartier de La Boca. Et tout voyage, bien évidemment, il doit être accompagné d'une bonne gastronomie. Et ça, en Argentine, n'ayez pas peur, vous savez, pour tous les goûts, la viande, bien évidemment, car c'est un peu la base de notre cuisine, mais aussi, dans le cas de Buenos Aires, des plats qui viennent d'une gastronomie qui vient du monde entier, comme les habitants de Buenos Aires, et alors des plats plutôt espagnols, plutôt d'origine italienne, comme c'est le cas. La pizza de Buenos Aires, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais les porteños sont très fiers de leur façon de faire la pizza. Alors, il faut y goûter. Là, on a quitté la ville de Buenos Aires, la capitale. On est toujours dans la province
qui porte le même nom dans la province de Buenos Aires, à 1h30 à peu près du centre-ville. Et vous savez, le Tigre, c'est le delta du fleuve Paraná et ça change complètement des paysages, comme vous pouvez voir par rapport à la ville. Ce n'est pas très loin. C'est un des deltas, c'est le deuxième delta le plus grand du monde et c'est une possibilité les voyageurs ont la possibilité de le découvrir et à travers en prenant des bateaux et se promenant dans les différents canaux qui entourent ces îles. Une autre excursion ou possibilité de changer d'ambiance quand vous êtes à Buenos Aires, c'est d'aller dans une estancia. Pardon. Les estancias, ce sont les anciennes propriétés rurales. Alors, passer la journée dans une estancia ou même quelques jours, car il y en a certains qui accueillent le public, qui ont de l'hébergement. Et c'est une expérience très forte parce que ça vous permet de connaître un peu comment c'est la vie des gauchos, la vie à la campagne, voir et participer des activités des gauchos de tous les jours. Aussi, de goûter un excellent asado. L'asado, c'est la viande grillée. Là, vous voyez une façon de la préparer. Il y en a plusieurs et ça vaut la peine de goûter ces viandes faites par nos amis les gauchos. Si vous vous souvenez, on était ici, à Buenos Aires. Là, et celle-là, c'est la province de Buenos Aires. Là, je vous invite à parcourir le nord-est de l'Argentine, cette région-là, qu'on appelle le littoral. C'est la région la plus verte de notre pays. C'est la région qui est entourée des grands fleuves, le fleuve Uruguay, qui nous sépare ici, qui nous sépare de nos amis uruguayens, et le fleuve Paraná. Alors, l'icône touristique et la fierté de tous les gens du littoral, mais aussi des Argentins, ce sont les chutes du Iguazú. Comme vous pouvez voir dans cette photo-là, les chutes du Iguazú se trouvent tout ici, au nord de la province de Misiones. Oui, alors les chutes, nous les partageons avec le Brésil et le Paraguay. Il y a 2 parcs nationaux à partir desquels les touristes peuvent apprécier ces chutes, c'est du côté brésilien et du côté argentin. Du côté argentin, sachez que nous avons 275 chutes à l'intérieur du parc. Et celles-là, elles peuvent être appréciées en direct, à pied, utilisant les différentes passerelles. Il y a un petit train, le train écologique à l'intérieur du parc. Ce train permet aux visiteurs qui sont fatigués d'accéder aux différents niveaux sans devoir marcher, mais sinon il y a des passerelles où on peut pour arriver à pied et surtout, à celle la plus importante, la gorge du diable que vous pouvez voir ici dans cette photo. Alors vraiment, c'est un endroit unique et en plus de faire des promenades à pied et accéder aux différentes chutes, il y a d'autres propositions comme celle qu'on peut voir ici, de prendre de bateaux de Zodiac et s'approcher. Alors pour ceux qui aiment les activités fortes en adrénaline, c'est une des excursions à ne pas rater. Une autre possibilité, si vos clients, les voyageurs sont à Iguazú pendant la semaine de la pleine lune, c'est de visiter le parc la nuit, le soir. Et ce sont des excursions qui sont proposées par l'administration du parc national. Alors, on doit s'inscrire au moins 48 heures à l'avant et participer de cette visite du parc la nuit et le soir. Sachez que par exemple, les excursions que je vous parle maintenant, ils sont toujours ouvertes aujourd'hui pour le tourisme interne, sauf que les nombres de participants sont réduits par rapport à ce que c'était il y a 1 an. Alors, à 1h30, 2 heures de chute du Iguazú,
toujours dans la province de Misiones, se trouvent les ruines des missions jésuites. Et c'est là où les jésuites étaient installés dans notre province, dans notre pays, c'est à la province de Misiones. Et dans le siècle, entre le 16 et 17e siècle. Et aujourd'hui, on peut visiter les ruines d'un des établissements des jésuites dans la province. La gastronomie de cette région est très particulière et bon, même si toujours en Argentine, on va dire, bon, on mange de la viande où on y va, c'est clair, mais dans la province, dans la région du littoral, ça vaut la peine de goûter les poissons de rivière. Et comme je vous disais au début, c'est cette région où se trouvent les deux fleuves les plus importants du pays. Et alors, la gastronomie est bien évidemment à base, les plats sont à base des poissons de rivière. Et c'est dans cette province, la province de Misiones, où il y a la production la plus importante de yerba mate. Et c'est de là c'est pour cela aussi que je vous montre dans cette photo. Là, vous voyez un maté. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà ou si quelqu'un d'entre vous avait pu le déguster. Le maté, c'est l'infusion nationale. C'est l'infusion que tous les Argentins nous prenons depuis tout petit et tout le temps. Alors, il y a différentes façons de la prendre. Ici, c'est la façon traditionnelle avec un maté, que c'est cette espèce de calebasse que vous voyez ici. Et c'est le fruit justement de cet arbuste, de l'arbuste de la yerba mate. Et les feuilles, ce sont les feuilles qui sont utilisées après pour faire l'herbe que vous voyez ici à l'intérieur. Tout ça est accompagné pour pouvoir le boire d'une bombilla que vous voyez ici, c'est une espèce de paille, et nous mettons de l'eau tiède à l'intérieur et ça se déguste comme ça naturel, ou même il y a des gens qui rajoutent du sucre. C'est très amer, mais ça vaut la peine d'être dégusté. Avant la pandémie, c'était la façon que nous avions, les Argentins, de partager un moment de convivialité. C'était autour du maté. Depuis la pandémie, ça s'est arrêté. On prend toujours du maté, sauf que chacun le fait avec sa bombilla et son maté. Avant, on faisait tourner cette calebasse, ce maté, on le faisait tourner entre les groupes. Maintenant, ça ne se fait plus. Les changements dus à cette pandémie. Alors, nous étions dans la région nord-est comme jusqu'à maintenant, et là, on va passer dans la région nord-ouest du pays. C'est la région la plus andine et aborigène de notre pays. C'est la région des montagnes de différentes couleurs, des serres de sel, et nous allons commencer notre voyage par la ville de Salta. Vous voyez ici, dans la carte, la ville de Salta, c'est l'épicentre touristique pour découvrir cette région. C'est une ville coloniale, comme vous pouvez la voir ici avec, en voyant au fond l'église, la cathédrale de Salta, pardon. Alors, Salta en ville, pour la ville, c'est une ville qu'on va la découvrir, on va essayer de la découvrir au moins en 2 jours. Ça vaut la peine, comme je vous disais, parce que vous avez tout un parcours à faire dans la journée, dont par exemple la visite d'un des plus beaux musées de la région, que c'est le musée des hautes montagnes de Salta. Ce musée a été construit en début des années 2000 pour accueillir le corps des 3 enfants qui ont été trouvés et congelés dans le volcan Chuchaychaco de la province de Salta et qui avaient été sacrifiés
dans des rituels incas, ce qui montre justement que l'Empire inca arrivait jusqu'à la province de Mendoza, un peu plus au sud, mais ça veut dire traversant tout le nord-ouest de l'Argentine. En plus de la découverte de la ville pendant la journée, moi, je vous conseille de ne pas laisser de participer à une des peñas le soir. Et les peñas à Salta, ce sont les endroits où on va aller déguster de la gastronomie locale, mais surtout on va profiter de ces moments de convivialité, des chants, des danses qui sont proposés par les salteños, les chants de la province. Alors, il y a deux types de peñas. Il y en a des peñas qui proposent des spectacles de musique et danse professionnels, et il y en a d'autres comme celle-ci où ce sont les chants de la ville qui vont aller danser et chanter pour animer la soirée entre. Je pense que vous avez entendu parler des trains de nuages. Le train de nuages, c'est le train le plus haut du monde. Alors là, on peut le voir, c'est sur le viaduc La Polvorilla, le viaduc de La Polvorilla, qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Le train de nuages, il y avait jusqu'à Maintenant, l'excursion se fait une partie en bus, une partie en train. Justement, c'est celle d'arriver jusqu'au viaduc de La Polvorilla, et on revient en bus ou en voiture à la ville de Salta. C'est une excursion qui dure toute la journée et permet aux voyageurs d'apprécier les paysages incroyables de la Puna argentine. Alors, nous étions ici à Salta, vous vous souvenez, ici dans le nord du pays, et là, je vous invite à parcourir la Quebrada de las Conchas pour arriver à la ville de Cafayate. Et c'est là qu'on appelle les vallées Calchaquí. Voici des images de la Quebrada de las Conchas. Comme vous pouvez apprécier, les montagnes rouges vont entourer la route de Salta jusqu'à Cafayate. Et Cafayate, c'est le point de départ pour découvrir les vallées Calchaquí. Les vallées Calchaquí sont appréciées dans le monde entier pour la richesse de son paysage, mais aussi pour les vignobles qui sont implantés là, et dans le cas du Cafayate, qui produisent le seul cépage qui est 100% argentin, que c'est le Torrontés. C'est un vin blanc, c'est un cépage qui est produit, qui est né dans cette région de Cafayate, mais qu'on peut voir même depuis quelques années, on peut voir aussi dans d'autres régions viticoles de l'Argentine. À quelques kilomètres de la ville de Cafayate se trouve la cité sacrée de Quilmes. Là, vous êtes déjà dans la province de Tucumán, mais on est toujours dans le nord-ouest de l'Argentine. Alors, tout à l'heure, nous avions fait pour les vallées Calchaquí et Cafayate le chemin sud de Salta. Maintenant, je vous invite à faire le chemin nord de Salta, oui, celui qui va qui va nous permettre de découvrir la province de Jujuy dans le nord de la province de Salta. Et cette province de Jujuy accueille avec Salta, parce qu'il le partage, une des plus grandes salars au monde, c'est de serre de sel du monde, que c'est Salinas Grandes, que vous pouvez voir ici. Alors, pour visiter Salinas Grandes, ce dessert-là, en général, on le fait à partir de Purmamarca, ce petit village qui est dans la province de Jujuy. Oui, ce salar se trouve entre Purmamarca et San Antonio de los Pobres. Voici Purmamarca, un des plus beaux villages de l'Argentine. Il a été choisi comme ça. Là, il est au pied, c'est un village qui est au pied de la montagne de cette couleur.
vous êtes toujours dans le nord-ouest argentin, le long de la quebrada de Humahuaca, cette quebrada qui a été déclarée patrimoine culturel et naturel par UNESCO. Un autre endroit incroyable, toujours dans la quebrada de Humahuaca, c'est l'Hornocal. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais dans presque tout, vous avez pu voir, tous les influenceurs qui viennent en Argentine, et où est-ce qu'ils vont prendre depuis au moins 2 ans la photo, ils vont la prendre là, à l'Hornocal. Et l'autre montagne, on l'appelle la montagne de 7 couleurs, et celle-là, on l'appelle la montagne de 14 couleurs. La gastronomie dans le nord-ouest est très variée et surtout avec une empreinte andine très importante. Là, bon, vous savez, un des plats célèbres de la région, que ce sont les empanadas, mais aussi il y a des plats à base de maïs, comme les tamales. Comme je vous disais, c'est pour ça l'empreinte andine qui est très importante. Et nous pouvons accompagner cette gastronomie du vin de la région, que c'est le torrontés, comme vous pouvez voir ici dans cette photo. Sachez que dans le nord-ouest, ce sont la plupart, on l'appelle des vins d'altitude, car les vignobles sont entre 2000 et 3600 mètres d'altitude. On était alors dans le nord-ouest, comme vous avez vu. Maintenant, je vous invite à descendre dans la région de Cuyo. Alors, cette région qui est, comme vous pouvez voir, là, collée à la cordillère des Andes, est très connue pour être le berceau du Malbec. Alors, on avait parlé tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure du Torrontés, que c'est le cépage argentin, mais notre cépage emblématique et surtout notre ambassadeur en ce qui concerne le vin, c'est le Malbec, ce cépage qui vient de la région de Cahors. Alors, ce n'est pas un cépage argentin, mais qui en Argentine et surtout dans la province de Mendoza, c'est très bien développé et s'est converti de cette façon-là en notre ambassadeur. D'ici quelques jours, nous allons fêter justement la journée du Malbec. Le 17 avril, c'est la journée du Malbec et alors, cette année, bien évidemment, les célébrations vont être tous en ligne, mais sinon, avant, c'était dans la province de Mendoza qui se faisaient des concerts, de tout type de manifestations. La route du vin dans la région de Cuyo est très, on peut dire, est très bien développée. C'était une des premières régions qui a développé la route du vin d'Argentine. Et même dans la province de Mendoza, vous permet de découvrir des vignobles dans certains villages comme Luján de Cuyo, la vallée de Uco. Il y a de nombreux Français qui ont des vignobles depuis quelques années. Et alors, les cépages, en plus du Malbec, les cépages qui se développent très bien sont aussi le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir. Alors, toute une découverte à faire des vignobles de la région de Cuyo, dans des paysages incroyables comme celui-ci au pied de la cordillère des Andes. Et à Mendoza se trouve aussi le pic le plus haut de l'hémisphère sud, que c'est l'Aconcagua, avec plus de 6900 mètres d'altitude. Alors, bien évidemment, pour faire l'Aconcagua, il faut être entraîné, ce sont des professionnels, mais sinon, il y a, à partir du parc de l'Aconcagua, on peut faire de très belles randonnées, soit en individuel, en autoguidé, soit accompagné de guides expérimentés. Voici, bon, heureusement que l'heure du repas est passée, mais sinon, c'est ça, c'est la gastronomie qu'on peut déguster à Mendoza et en profitant d'un bon Malbec et devant la cordillère. Et alors, maintenant, on quitte la région de Cuyo, c'est là où on était, là c'est Mendoza, et on va descendre en Patagonie, la dernière région que je vous invite à découvrir aujourd'hui de l'Argentine. C'est la région la plus
étendue, sachez déjà que l'Argentine a 2 700 000 km², c'est-à-dire à peu près 5 fois la taille de la France. Et la route la plus longue de l'Argentine, que c'est la route 40, qui traverse du nord au sud notre pays, a 5 000 km à parcourir. C'est la route mythique de l'Argentine, la route 40. Alors, la région de la Patagonie, comme je vous disais, c'est la région la plus étendue et c'est une région très variée. C'est une région où on va retrouver des lacs avec d'eau cristalline, on va trouver des montagnes, on va trouver des steppes aussi et des glaciers. Là, on va commencer notre voyage en Patagonie par la région nord-ouest de la Patagonie, autour de la ville de San Carlos de Bariloche, qui se trouve ici, si vous pouvez la voir. Là, c'est une photo de Bariloche en hiver. Et Bariloche est entouré de forêts, de montagnes et de lacs qui deviennent tout blancs pendant l'hiver austral, ça veut dire entre les mois de juin et début septembre. C'est aussi l'occasion de pouvoir faire des activités et pour ceux qui aiment le ski ou la raquette dans une des stations de ski de Bariloche. En Argentine, nous avons plus de 15 stations de ski à partir de la province de Mendoza jusqu'à Ushuaia, la ville de bout du monde. C'est là où se trouve la station de ski la plus australe de notre pays qui s'appelle Cerro Castor. Regardez comment ça change le paysage de Bariloche en printemps-été. Et cette saison permet aux voyageurs du monde entier de pouvoir faire des activités de plein air, comme on peut voir ici, des stand-up, des rafting. Bariloche est connue en Argentine comme la capitale nationale du tourisme d'aventure. Ce n'est pas un tourisme d'aventure destiné à des spécialistes, sinon un tourisme d'aventure pour tout le monde, pour la famille, pour les amis. Et c'est sur ce type de produit que la ville veut communiquer. Alors, des activités en plein air, la route des lacs, la traversée andine. La traversée andine, c'est très particulier parce que c'est la traversée la traversée de Bariloche. Pardon. Est-ce que vous voyez? Ah oui, là. Moi, j'ai un problème. Oui. Oui, on voit très très bien, Luciana. Ah oui. J'en profite juste pour te dire, puisque j'ai pris la parole, Oui. il est 16 heures, donc si Oui. ça t'embête pas de juste, c'est hyper intéressant, hein, je te remercie pour tous ces détails, cette présentation, mais j'ai peur qu'on en perde, qu'il y ait peut-être des gens qui aient des choses à faire après. Donc juste un petit peu accélérer si tu veux bien. Hein. Oui. Voilà. Écoute. Merci, Luciana. Et on voit très très bien là, c'est parfait. Oui, mais alors c'est moi qui ne vois. Nous, on voit les bières artisanales, c'est très sympa. Voilà, nous, on voit le charmant jeune homme avec la bière, voilà. Oui, et très bien. Mais le problème, c'est que si moi, je ne vois pas, je ne sais pas où. Bon, alors, les bières artisanales, les brasseries, ce sont des brasseries toujours à San Carlos de Bariloche, comme Et là, on voit le chocolat. des chocolats. Les ateliers de chocolat, justement, ce sont des particularités de la gastronomie de la région que je voulais vous présenter. Et là, normalement, on doit y être. Excusez-moi, mais je vais suivre depuis mon téléphone parce que je ne vois pas. Et on est à la péninsule de Valdés. Oui. Non, c'est bien ça? C'est ça. Bon, la péninsule de Valdés, c'est. Et en tout cas, on est toujours en Patagonie, mais on est du côté de l'Atlantique. Et pour les amateurs de la nature et surtout de l'observation animalière, c'est un paradis naturel. Alors, entre les espèces que les voyageurs pourront apprécier en péninsule de Valdés, ça va être les baleines franches australes qui viennent sur nos côtes qui sont sur nos côtes entre les mois de mai et décembre. Il y a des otaries, les éléphants de mer, les manchots, la plus grande colonie
continentale de Manchot se trouve à Punta Tombo, que c'est à 2 heures de route de la péninsule Valdez, et vous êtes toujours au bord de l'Atlantique. Là, nous repartons encore un peu plus au sud et à la ville d'El Calafate. Cette ville, c'est la plus proche du parc national de glaciers qui va permettre aux voyageurs du monde entier d'apprécier le fameux glacier Perito Moreno. Alors, nous pouvons l'apprécier depuis le parc parce que le parc est conditionné de passerelles pour ça. Depuis le bateau, en faisant des navigations sur le lac Argentin, nous pouvons faire du trekking et des trekking de différents niveaux de complexité. Mais justement, c'est aussi une activité, c'est un tourisme et des activités pour tout le monde. Là, vous êtes devant les tours du Firroy. C'est une des montagnes les plus hautes aussi de l'Amérique. C'est dans le village del Chaltén. C'est un village de montagne qui se trouve à 1h30 au nord del Calafate, où vous pouvez faire les plus belles randonnées en pays. La capitale de à la ville d'Ushuaïa, la ville du bout du monde, cette petite ville qui se trouve au bord du canal de Beagle et qui a fait justement rêver à plus d'une personne et d'être là et se sentir de cette façon un peu comme un grand explorateur. Et la ville, les voyageurs peuvent la découvrir à pied sans aucun problème. Mais sinon, il y a aussi la possibilité de faire un city tour dans un bus touristique à l'aide des audioguides et les voyageurs vont connaître l'histoire de la ville. Et entre les incontournables, bien évidemment, vous savez, les musées de la Terre de Feu, et le musée maritime et le musée de la prison, car la ville d'Ushuaïa a été fondée autour de bagnard, c'était ça, au 19e siècle, la façon de marquer notre présence dans l'île de la Terre de Feu. Le train du bout du monde pour aller au parc de la Terre de Feu, c'était un des plus beaux parcs nationaux de la Patagonie et dans lequel on peut faire quelques randonnées. Bien évidemment, il y a des possibilités de faire des activités dans les lacs, comme on peut voir ici, et même des promenades à cheval, tout dans des paysages, entourés des paysages incroyables de celui de la Terre de Feu. Les croisières, c'est une des incontournables des activités qu'on peut faire à partir d'Ushuaïa, soit des croisières d'une demi-journée, de naviguer seulement sur le canal de Beagle, mais sinon, il y a des croisières plus importantes de plusieurs jours et même le départ pour le continent blanc, pour l'Antarctique, se fait depuis Ushuaïa. Et la gastronomie de la région est si variée comme les paysages et sa géographie. Je suis désolée, mais comme je ne vois pas, je pense qu'on est là entre les produits de la mer. C'est ça. Ah oui, d'accord, bon, très bien. Et là, vous êtes devant une centolla. La centolla, c'est l'araignée de mer de la Terre de Feu. Et alors, très appréciée pour les palais les plus exigeants. Ou bien, pour ceux qui aiment la viande, là, dans cette région de Patagonie, c'est l'agneau de Patagonie, la viande à goûter en asado, comme on peut voir ici. Alors, je vous remercie de votre attention. Là, je suis vraiment désolée, mais à la fin, je ne voyais pas mon écran, alors je ne savais pas si on allait très bien. Écoute, c'était parfait. C'est vrai que Oui. nous, on le voyait, donc je pense que c'était aussi un peu le principal. Oui. Et donc, au revoir à ceux qui doivent nous abandonner. Merci d'avoir été présents tout de même.
Et un grand merci, Luciana, c'était hyper détaillé, très intéressant. Et puis ça donne bien entendu envie d'y aller. Il n'y a plus qu'à hein, que les frontières s'ouvrent, que tout se réouvre correctement. On a eu avec le lien d'inscription quelques questions, pas Oui, énormément. Donc je vais regarder sur le chat. Il n'y en a pas eu. Beaucoup te remercie d'ailleurs. Mais merci à vous d'être venu. Question concernant la situation du pays par rapport au Covid. Alors bon, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, je pense. on Tu as a déjà parlé, plus ou oui. moins répondu en disant Oui. effectivement, c'est Sandra qui demandait la situation du pays, qu'il y avait des aides de l'État et donc a priori, Oui, pour les ça secteurs, devrait oui. rouvrir. On sera un peu comme en France, c'est-à-dire il y a des aides, il y en a qui vont s'en sortir et d'autres peut-être un peu moins bien, malheureusement. Oui, après au niveau sanitaire, bon, il y a des protocoles en tout cas, des protocoles pour l'activité touristique en ce moment, malheureusement, il y a il y a les nouvelles variantes qui circulent dans différentes provinces de l'Argentine. Alors, on attend dans les prochaines heures des nouvelles mesures qui vont être annoncées par le gouvernement. Et cependant, nous continuons toujours avec la campagne de vaccination qui a commencé en décembre de l'année dernière. Et nous sommes persuadés que c'est le vaccin qui aura un rôle fondamental pour la reprise de notre activité. En parlant de vaccin, juste une petite question. Combien ça coûte un vaccin en Argentine, s'il te plaît, Luciana? À peu près. Est-ce que tu as une idée? Non, parce qu'en tout cas, les Argentins ne payent pas leur vaccin. Et les étrangers le payent, tu crois? Non, Parce non. qu'en France, je S'ils crois sont, que même les étrangers, enfin, c'est pas je crois, en France, les étrangers ne payent pas leur vaccin. Et si ça se non, trouve, mais en Argentine, il me semble avoir lu ça, que non, non, c'était non, non, possible, non? non, en Argentine non plus. S'ils sont résidents en Argentine, ils ne payent pas le vaccin. Mais un voyageur, un touriste, oui. Mais un voyageur, pourquoi il viendrait se vacciner en Argentine? Pardon, j'ai dit un vaccin. Oh, excuse-moi, je pensais au Non, mais test il a déjà son PCR. vaccin, Mag. Excuse-moi, non, mais je pensais au test PCR, excusez-moi. Ben, on Ah, parle tellement de d'accord, vaccins ah, d'accord. actuellement. Oui, oui, oui. Alors, C'était ah, pour oui, voir oui. si tu suivais, en fait. Non, non, Excusez-moi, alors, excuse-moi, Luciana. non, non, alors le test coûte en ce moment 2500 pesos, alors c'est-à-dire aux alentours de 130, entre 110 et 130 Euros. euros. D'accord, ok. Et Et il reste non, gratuit non, pour les Argentins, mais les étrangers, les visiteurs doivent le payer. Pour rentrer en oui, France, non, non, évidemment, non, il mais faut le. oui, attends, non, attends, je me suis trompée, 2500. Non, non, c'est bien ça. D'accord. Et alors, ça, c'est pour le test PCR. C'est Oui, ça c'est que le tu me test hein, demandais. que je Oui, passe. oui, oui, c'est On ça, parle c'est pas du ça. vaccin. Le vaccin, on se le fait Non, faire oui, 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 ici. tout à fait, C'est tout une à fait. erreur de ma part, désolée. Et comme je te Merci. dis, et comme je disais tout à l'heure, les frontières restent ouvertes, pas pour le tourisme, mais en fait, en ce moment, les voyageurs qui arrivent en Argentine et pour de travail ou des visites à la famille, ils doivent faire un PCR en arrivant et s'isoler pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, faire un deuxième PCR et si c'est toujours négatif, oui, à partir de là, ils peuvent sortir sans problème. Mais il doit faire un isolement d'une semaine. D'accord, parfait. Parfait, parfait. Élodie, est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres questions? Oui, on avait une autre question aussi de Bernard. Un pays qui reste quand même assez cher depuis quelques années. Alors, je pense qu'il doit parler de l'hôtellerie qui est assez cher et aussi de l'aérien. Donc, est-ce que les choses ont évolué ou après, bon, c'est la situation oui. aussi va faire que peut-être ça va être pire ou pas? Alors, malheureusement, je ne sais pas comment va être la situation après, une fois l'activité reprenne, si on peut dire, normalement. Mais aujourd'hui, déjà, quand on parlait que l'Argentine était une destination chère, en général, c'était justement pour les coûts global du voyage, en sachant que la plupart des fois, les voyageurs prenaient plusieurs vols intérieurs pour se déplacer à l'intérieur du pays.
c'est ça qui est l'élément le plus cher d'un voyage en Argentine, parce qu'après, par rapport à l'hôtellerie ou à la nourriture ou même aux excursions, vu le différentiel pour le taux d'échange entre les euros et les pesos, l'Argentine est devenue depuis 2 ans une destination et je ne veux pas dire bon marché, mais accessible quand vous êtes sur place. Et bien évidemment, le prix de billets et le long courrier est cher, mais sachez que ce sont 13h30, 14 heures de vol. Alors, ce n'est pas un voyage ici. On ne peut pas comparer avec un voyage en Europe. Mais le fait aussi que Air France était la seule compagnie jusqu'à maintenant, et je dis ça parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer après la pandémie, mais était la seule compagnie qui faisait des vols directs, et tous ceux qui voulaient arriver au plus vite à notre destination devaient prendre ce vol-là, et c'est un vol qui, à l'époque, c'était cher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un billet pour l'Argentine, un vol direct à 1 000 € et un vol avec une escale à 700 €. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va partir en ce moment-là. Non, mais tu as raison de préciser que l'Argentine se fait essentiellement avec des vols intérieurs, et que c'est le pass souvent qui est relativement cher, en effet, à prendre en compte sur le budget global du voyage. Ouais. Luciana, si tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît, ça nous permet de plus se voir pour ceux qui ont activé les vidéos, si tu veux bien. Oui. Si tu veux bien. Voilà pour les questions qu'on avait. Après, désolé. Le problème, c'est que je ne vois pas mon écran. Ah, mince. On devait présenter une vidéo et malheureusement, voilà, on ne va pas pouvoir la présenter, mais on vous l'enverra avec le replay. Hein, Maguire, du coup, c'est ce qu'on fera. Donc, on s'excuse auprès de vous et auprès de Luciana, du coup, puisque c'est des petits soucis techniques. Et donc, j'ai eu deux questions sur le chat. Une première, c'est Virginie qui demande quand est-ce qu'on va pouvoir goûter le Malbec. Bientôt, donc, Virginie. Voilà, ok. Luciana, tu es d'accord? Mais oui, 100%. 100% pour un Malbec argentin. Et Eric, qui est toujours très à l'affût et très intéressé, et c'est bien Eric, hein, merci, du tourisme durable, qui demande quelles sont les réflexions en règle générale des autorités argentines concernant le tourisme durable, et quelles sont les actions faites et le développement du flag stem. Enfin, je ne sais même pas comment on le prononce, cette honte du vol, là, cette culpabilité de prendre l'avion par rapport au bilan carbone. Voilà, comment c'est géré tout ça en Argentine? Oui, alors, déjà, sachez qu'en Argentine, nous avons 49 aires protégées dans le territoire. C'est-à-dire, entre ça, plus de 34 parcs nationaux. Et les autorités nationales et des provinces, parce que l'Argentine est un pays fédéral, alors chaque province a son indépendance et son autorité sur leur territoire, travaillent de façon consensuelle pour continuer la protection des serres naturelles. Et en ce qui concerne des propositions de tourisme durable ou écotouristique, et dans les différentes régions, il y a des projets qui ont été mis en place et des aides de la part des gouvernements pour justement promouvoir ce type d'activité. Par exemple, dans l'hôtellerie, et pour récupérer l'eau, pour les énergies, et même pour faire travailler les populations locales. L'idée, c'est d'éviter justement que les gens quittent leur territoire parce qu'il n'y a pas de possibilité. Et on a vu que grâce au tourisme, ça, c'était possible à proposer. Parfait, très bien. Bon, mais je n'ai pas plus de questions. Élodie, tu en as vu d'autres? Non, c'est bon. On va laisser la parole à nos adhérents, du coup.
Eric.